avec la création de Et voilà, mes amis, ravis de vous retrouver. Nous sommes en direct de Canal Algérie. Marhaba bikoum el Hbab. En ce dimanche après-midi, quel plaisir d'être en votre compagnie dans notre émission Notre Algérie. Tous les dimanches après-midi, c'est un rendez-vous avec le patrimoine, tradition, coutume, patrimoine matériel et immatériel. À cette occasion, en ce dimanche, permettez-moi aussi de vous souhaiter un excellent week-end pour vous qui êtes dans les quatre coins du monde et qui nous suivez tous les dimanches. Et cet après-midi, je suis vraiment chanceuse, et vous l'êtes aussi, puisque nous recevons parmi nous des personnalités du monde du patrimoine. Deux représentants, l'un de la société, aussi du mouvement associatif, qui a bataillé pour une belle initiative en tous les cas. Il s'agit de M. Azdin Guerfi, qui est aussi connu en tant que directeur d'une maison d'édition qui existe depuis une trentaine d'années, les éditions Shihab, un gros travail autour du patrimoine algérien. Aujourd'hui, il vient aussi pour nous donner, aussi nous annoncer la bonne nouvelle. N'est-ce pas? Bonjour, Monsieur Guerfi. Bonjour, merci Linda de votre invitation. Merci d'être là. Nous savons que vous partagez beaucoup de passion, et n'est-ce pas? Et que là, vous êtes aussi parmi nous pour nous donner aussi un maximum d'informations concernant ce projet. La création du parc culturel du système oasien de l'Aurès. De l'Aurès, voilà. Et pour aussi renforcer cette information et cette officialisation, elle nous vient aussi du ministère de la Culture. C'est un plaisir de la recevoir. Madame Nabila Cherchali, qui est donc directrice du département donc préservation et restauration du patrimoine culturel. Donc vous-même, vous êtes architecte de formation et passionné par le patrimoine matériel, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous venez aussi développer avec nous et expliquer à nos amis téléspectateurs ce fameux projet qui est resté donc que Monsieur aussi Guerfi, il faut le dire, la société civile, il s'est vraiment engagé dans ce travail pendant plus d'une dizaine d'années, et il revient avec une concrétisation puisqu'il y a eu cette officialisation de la préservation du patrimoine, de la culture de la région des Aurès, on va dire ça comme ça, n'est-ce pas? Allez-y. Alors d'abord, pour revenir à monsieur Guerfi, c'est aussi revenir sur les amis de Imdrassen, pardon, ce fameux tombeau qui se trouve au niveau de Batna, quand on arrive de Batna par l'aéroport. C'est ce fameux tombeau qui nous accueille, n'est-ce pas? Alors, c'est le plus ancien monument d'Afrique du Nord. Il est daté de 3-4 siècles avant Jésus-Christ. Et puis pour nous, si on a donné les amis de Madrassen, c'est pour appartenir à cette très ancienne civilisation amazigh d'Afrique du Nord. C'est cette appartenance et défendre ce patrimoine ancien amazigh. Et vous disiez justement qu'à travers tous ces monuments, il y a une civilisation, nous ne venons pas de du néant, nous ne venons pas du néant. Il y a toute une histoire autour de ce patrimoine. Ce monument est le seul, à mon avis, avec toute réserve, le seul témoin d'une civilisation pré-romaine, d'accord, d'une civilisation qui a existé avant les Romains. Et c'est pour ça qu'il faut valoriser ce monument, il faut le préserver. Il faut le restaurer parce il est passé par des difficultés. Il a été un peu. Dans tout cas, c'est en très bonne voie. Il y a le dossier aussi. On va vous annoncer bientôt on fait une grande annonce, mais le dossier est peut-être déjà pris en charge par le ministère. Voilà. Alors, Madame Nabila Cherchali est parmi nous aujourd'hui. D'abord, on la remercie d'avoir accepté notre invitation. Nous savons aussi. Linda. Merci à vous pour l'invitation et bonjour à vous. Et bonjour aux téléspectateurs. Donc voilà, nous sommes là aujourd'hui pour discuter notamment et présenter le projet de création et de délimitation du parc culturel des systèmes oasiens des Aurès. C'est un projet qui a été donc mené conjointement par l'association des Amis du Madrassen avec l'accompagnement du ministère de la Culture. Voilà, donc le dossier a été élaboré et présenté à la Commission nationale des biens culturels, qui est une commission multisectorielle, donc au niveau de laquelle siègent différents secteurs ministériels, notamment donc, le ministère de l'Habitat, de l'Intérieur et des collectivités locales, du tourisme et d'autres... Est-ce que c'est une nouvelle commission qui vient d'être installée? Non, c'est une commission qui dépend du ministère de la Culture, qui est présidée donc, par le ministre chargé de la Culture, qui désigne donc son représentant.
Voilà. Donc, cette commission a toujours existé et elle a pour prérogative d'examiner des dossiers portant proposition de classement de biens culturels à travers le territoire national. Voilà. Donc, cette commission a examiné le dossier et elle a donc émis un avis favorable pour la création et la délimitation du parc des systèmes culturels oasiens. Voilà. Donc, en fait, cet espace, cette délimitation de ce parc, lié à la tradition racienne de la région des Aurès, c'est tout un patrimoine, c'est un mode de vie, c'est une façon aussi de vivre ce sont des gestes, des comportements, une architecture. Donc, alors, c'est un tout. Alors, juste pour vous donner une idée, ce parc, il est, il est entre deux wilayas, Batna et Biskra, et aussi il regroupe 20 communes, dont 12 de Batna et 8 de Biskra. Alors pour ceux qui connaissent un peu la région, juste pour vous donner une idée, c'est qu'il y a la vallée de Oued al-Abyad où il y a Rofi, il y a la vallée de Oued Abdi où il y a Mena, qui est connue à Montagne, et puis, il y a là aussi la Oued al-Kantara, où il y a Al-Kantara. Voilà. Alors, ça regroupe un petit peu les trois grandes vallées de l'Aurès. Voilà, ça, pour donner une idée. C'est un parc qui fait 3900 km². Ce parc, il contient plusieurs valeurs patrimoniales. Comme quoi, par exemple, ces valeurs du patrimoine. En fait, il regorge du patrimoine culturel matériel et immatériel. Donc, le patrimoine culturel matériel, ce sont toutes les valeurs scientifiques, historiques, architecturales qui sont présentes donc, dans les limites du parc. Et les valeurs, plutôt le patrimoine immatériel, ce sont toutes les traditions et les savoir-faire que nous retrouvons au niveau de cet espace-là. Voilà, donc vous avez différents savoir-faire. C'est-à-dire que ce soit dans le domaine de la musique, que ce soit dans le domaine de la production de bijoux, de tapis, de la poterie notamment. Voilà, donc je pense que M. Guerfi pourrait aussi développer autour de ça. Mais nous avons plein de richesses. Mais c'est tout. Le mode de vie de la population, c'est un petit peu ça, la conservation. La conservation de la viande, les spécifiques, les dates, etc. L'agriculture en étage dans la région. Voilà. Alors tout ça, c'est vraiment particulier dans ces régions. Dans les Aurès. Voilà. Pas dans les Aurès, mais dans ces régions. Parce que les Aurès aussi, là c'est une partie de l'Aurès. Et d'autres régions, ils ont d'autres En fait, c'est tellement diversifié et riche que chaque région a chaque parcelle, de cette région, immense région, ce immense parc, parce que c'est immense, a sa spécificité. La spécificité de cette région, c'est une mosaïque. Cette spécificité, pourquoi? Parce que ce qu'on appelle les oasis de montagne. Oui. D'accord. Oui. Parce que là, c'est des oasis qui se retrouvent, c'est-à-dire par rapport aux oasis là qu'on connaît, c'est-à-dire Arba, etc. Elles sont différentes. La captation d'eau, le système hydraulique, l'irrigation. Alors nous voyons justement, voilà. Donc là, c'est la délimitation du parc, donc. Des systèmes oasiens des Aurès. Du système oasien, voilà. Et là, la spécificité, c'est qu'ils ont pu, avec un minimum de gestion rationnelle de l'eau, même des petits espaces, c'est-à-dire il n'y a pas de terrain agricole. Tu vois, ils ont aménagé, c'est eux qui ont créé des petites parcelles, et c'est pour ça on trouve... Et ce sont des zones arides, plus ou moins. La région est très aride. Donc, ils sont adaptés à leur environnement. C'est ça. Ils ont pu construire aussi des villages avec des matériaux locaux, une architecture, et même des bâtiments, pour ne pas dire, parce qu'on parle de greniers, c'est des bâtiments de 6 à 7 étages. Alors voilà, nous voyons justement, voilà. Et ça c'est, c'est une habitation. C'est l'école coranique Amchounesh. Oui. À côté du musée Silhaouas. Quelle belle région, Mchounesh. Voilà. Très belle région. Et là, on voit, regardez. On peut revenir sur la photo, s'il vous plaît, merci. Voilà, oui. Et là, on voit par exemple la construction avec les piliers en bois, bois de génévrier, avec sur les, qu'on appelle ça, les poutres. Des poutrelles. Les poutrelles, oui. En bois, en palmier.
et ça c'est vraiment, puis les tapis bien sûr, anciens de la région. الحنبل. Et puis la peinture est faite, j'imagine, avec de la chaux. De la chaux, exact. Voilà, et c'est quelque chose de très hygiénique et c'est un antiseptique en fait. Hein, donc, exact. Donc voilà, oui, monsieur. Voilà un peu la spécificité de ces régions-là. Voilà. Alors, cette construction... C'est aussi... on est où là? Aussi. On est à Mchounesh, oui. On est à Mchounesh, c'est une maison à 2 niveaux. On voit déjà à 2 niveaux. Comme c'est bien aménagé, les espaces, comment ils sont bien aérés. Voilà, mais c'est tout ce savoir-faire. Il faut que nos architectes s'intéressent à ce type de construction et le préserver et aussi pourquoi ne pas utiliser pour reconstruire. Les mêmes matériaux de construction, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une certaine facilité d'accessibilité à revenir sur ce genre de matériaux pour construire? Oui, il y a cette volonté. Il y a cette volonté, effectivement, de revenir vers ces techniques de construction traditionnelles. Mais très souvent... Alors là, nous voyons aussi un autre style. On est dans le même lieu. Et là aussi, regardez, on a la terrasse, on a l'escalier à l'étage et on monte à la terrasse. Regardez la terrasse, on voit le garde-corps là-bas. Et là, les gens passent des soirées sur les terrasses. Et ça nous fait rappeler la maison Kabyle aussi, hein? Il y a des similitudes un peu avec la maison Kabyle. Certaines, voilà, il y a des escaliers et ces escaliers sont appelés à construire encore au-dessus. Non, cela non. Généralement, c'est vraiment. D'accord, c'est la terrasse. C'est la terrasse là. C'est la terrasse limite, non. Vu que là, il fait quand même très chaud aussi. Oui, il fait chaud. La terrasse, on l'utilise aussi en soirée, parce que là, on est en hauteur, on dépasse les palmiers et il y a quand de l'air un peu frais. C'est pour ça qu'on construit en terrasse. C'est le même principe que la maison de la Casbah aussi. La Casbah aussi, c'est la même chose. C'est le principe de la terrasse. Chercher de la fraîcheur. Exactement. Et on vit beaucoup plus au niveau de la terrasse dans ces espaces. Effectivement. Il y a, vous disiez, quelque chose aussi de très important. C'est quand même une très belle initiative de préserver tout ce patrimoine matériel et immatériel de la région des Aurès. On voit là, on va vers aussi un petit village. C'est un village là. Ça, c'est un petit village à Tagharghart. Regardez là. C'est où exactement Tagharghart, dans la vallée de Oued Abdi. Dans la vallée de Oued Abdi, à côté, pas très loin de Menaa. Très bien, voilà. Voilà, et là on voit, regardez, des maisons. Et regardez les pierres, on dirait que c'est la montagne qui continue. Tout à fait, en harmonie. Et quand on passe en voiture, on ne les voit pas. Elle s'intègre carrément dans la nature. Voilà, et ça c'est quelque chose de formidable. Et c'est une façon aussi de rester dans cette ambiance, j'allais dire, une façon de préserver l'écologique qui aussi nous entraîne à être en harmonie avec la nature. Voilà. Et n'agresse pas du tout la nature, on a l'impression que c'est toujours la montagne. Et quand on marche, on se retrouve sur la terrasse. Et ici, alors, monsieur Guerfi? Alors ici, on est à Ifrane. Toujours, là, on est tout le temps dans la région de Mchounesh. Là, à Ifrane, à peu près à la sortie de Oued Lebiav, à un lieu qui s'appelle Akhnaq. Et là, c'est les maisons, regarde, incrustées. Voilà, c'est des maisons semi-troglodytes, voilà, qui sont avec le mur, d'accord, et il est fait avec les matériaux, on dirait que c'est la montagne. Et c'est qu'à côté de là où il y a le palmier, c'est aussi autre chose? On est toujours à Mchounesh, là on est vraiment à Mchounesh et sa région. En tous les cas, il y a une luminosité, il y a une lumière extraordinaire déjà, qui met en exergue vraiment le palmier, l'architecture. Il y a un équilibre parfait. Il y a un équilibre absolument, absolument, vraiment. Mais c'est ça, mais tout le monde aime ça. C'est extraordinaire, tout le monde on regarde, on est subjugué. Mais personne ne revient à ça, malheureusement. C'est ça. Et là, c'est toujours un peu plus bas, c'est toujours à Ifrane. Et là, regardez des maisons, comment elles sont incrustées dans le canyon. C'est pas Roufi, là? Non, c'est pas Roufi. Non. Là, on est à peu près à 7 km plus bas, dans l'ouest, à 7-8 km plus bas que Roufi. D'accord. Voilà. Mais on est toujours dans la même région. Et est-ce que la population est une population qui vit dans ces maisons? Il y a certaines maisons où la population vit encore. Il y a certaines maisons qui sont conservées par les propriétaires, mais qui vivent ailleurs. Et est-ce qu'on peut les visiter aujourd'hui? Oui, on peut les visiter. C'est que malheureusement,
les gens disent pourquoi ces villages ont été abandonnés, etc. C'est qu'après l'indépendance, on n'a pas valorisé cet habitat. D'accord. Et ça, c'est la problématique. D'une part. Et deuxièmement, même nos scientifiques, à l'indépendance, ils ne sont pas intéressés à ce type d'habitat. Il était dévalorisé et les habitants, d'accord, ils se sont sentis dévalorisés en habitant ces lieux. C'est ça. C'est le problème de tout le patrimoine. Ils ont quitté, malheureusement. Ils ont abandonné. Pour des appartements. Exact. Pour des appartements. Qui n'étaient pas nécessairement adaptés à nos besoins de l'époque. La responsabilité de l'autorité. Et est-ce qu'il n'y avait pas aussi l'accès à l'école? Il y avait un peu. On aurait pu aménager à l'époque des infrastructures. Des commodités pour qu'on puisse vivre dans ces espaces. Ça ne doit pas être évident quand il neige et quand il fait aussi très chaud. Ça ne doit pas être très évident, c'est ça. Oui, mais je crois que c'est ça, un petit peu la problématique, elle est là. Et maintenant, une fois les gens ont quitté le lieu, même s'ils ont un attachement, disons, à ce lieu par rapport c'est-à-dire à leur terre, etc., mais ça va être difficile de les faire retourner. Mais l'idée de peut-être de ce parc, c'est exploiter ces maisons en maisons d'hôtes. Il faut qu'il y ait économiquement, profiter. Le public est très demandeur. Et faire découvrir notre patrimoine. Bien sûr. Alors là, nous sommes où, monsieur? Là, on est à Roufi. Là, on est à Roufi. Ça, c'est le lieu, c'est Ait Mimoun. Ça, c'est à Roufi. Les gens connaissent, c'est le balcon 3. Le balcon 3 de Roufi. Là où il y a on peut se poser pour... Il y a aussi exactement, il y a le balcon, la balade, les gens peuvent descendre, visiter. Il y avait des hôtels avant. Il y a un hôtel, le Transatlantique, il y a l'hôtel toujours Transatlantique, mais les gens ne savent pas. Là, par exemple, il y a de l'histoire ici. Pourquoi ce village a disparu? Ce village, toute cette région, c'est-à-dire Roufi, avait la maîtrise de la fabrication de la poudre depuis l'époque ottomane. Et ils étaient producteurs de la poudre de poudre. Et à la colonisation, c'était les premiers fournisseurs, tu vois, des premières, tu vois, et les gens ne savent pas. Et quand les Français ont découvert, pourquoi? Parce qu'ici, il y a les trois matériaux naturellement existent. Le soufre, le charbon et le sel, le gros sel. Et ils ont trouvé la formule. Et quand ils ont su, ce village, c'était le premier village qui a été bombardé à l'arme lourde. D'accord. Il a été complètement rasé. Roufi est complètement rasé au début de la colonisation. Et ils ont interdit à la population d'habiter. Le village a été abandonné durant 50 ans. Interdit à qui que ce soit de cultiver quoi que ce soit. Et ça, parce qu'il y a un savoir-faire. Voilà. Et là, ce n'est pas connu aussi. Et les gens disent pourquoi Roufi a disparu, pourquoi... Mais là, le village a été complètement détruit par l'armée coloniale, c'est-à-dire la coloniale de l'époque. Ça est à valoriser, en fait. Absolument, absolument. Important, alors justement, pour revenir à vous aussi, Madame Cherchali, qui est parmi nous, on voudrait connaître un peu plus votre direction, donc l'objectif essentiel de cette direction qui existe depuis déjà très longtemps, et qui met en avant, en fait, et qui préserve donc notre patrimoine, son architecture et restaure aussi surtout des sites. Nous avons des sites extraordinaires. Aujourd'hui, on revient un peu sur la région des Aurès, mais à travers tout le territoire national, nous avons des parcs. Et Dieu sait que la tâche n'est pas facile. N'est pas facile. Parce que le patrimoine est réparti à travers tout le territoire national et il est très très diversifié. Donc du coup, beaucoup d'actions sont à faire, sont à mener sur le terrain. D'abord, je commencerai par dire que pour rester sur la rubrique des parcs culturels, nous avions déjà 5 parcs culturels donc, qui couvrent, si vous voulez, 55% de la superficie du territoire national, ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas négligeable. Donc, nous avions d'abord les 2 premiers parcs du Tassili et de l'Argar, et ensuite, donc, ils ont été créés entre les années 70 et 80. Après, au cours des années 2000, donc début des années 2000, 2009, 2010, 3 nouveaux parcs culturels ont été créés, donc celui de Tindouf, celui de l'Atlas saharien, donc qui couvre l'ensemble de l'Atlas saharien, et celui du Touet Gourara Tidikelt, donc qui est situé au niveau de la wilaya d'Adrar. Voilà, donc ça pour ce qui est des parcs, des offices des parcs. Vous avez des établissements qui sont créés, qui gèrent ces espaces-là,
qui les inventorie, qui les sauvegarde, qui préserve donc le patrimoine culturel et le présente justement au public, parce que là, vous avez carrément des territoires et des patrimoines culturels très très riches. Maintenant, pour revenir donc à la direction, là aussi, nous avons donc des missions en matière de protection par le classement des biens culturels, que ce soit donc des monuments, des sites, des villes historiques. Donc là, nous avons quand même une et tout ce qui est maisons, des bâtisses. Justement, j'y arrive. Ah, oui. Nous avons une vingtaine de villes historiques qui sont classées, donc qui sont créées en secteur sauvegardé. C'est pas évident là aussi de les prendre en charge, hein, parce que ce n'est pas seulement les prérogatives du ministère de la Culture, mais c'est aussi, comme on le disait tout à l'heure, le rôle de la société civile, des collectivités locales, qui doivent aussi contribuer à la prise en charge de ces villes. Les villes historiques, nous n'avons pas que la Casbah d'Alger, parce qu'on a toujours tendance à beaucoup parler autour de la Casbah d'Alger, mais nous avons Ténès, nous avons Sidi El Houari, nous avons aussi d'autres villes, Annaba et autres. Hein. Donc donc là, vraiment beaucoup de travail doit être mené, mais de manière collégiale, entre le ministère de la Culture, les collectivités locales et la société civile. Donc c'est le rôle, si vous voulez, de tous ces acteurs. C'est la conjugaison de tous ces acteurs, des efforts de tous ces acteurs qui permet justement... Mais justement aujourd'hui, Madame donc, Cherchali, l'association que préside M. Guerfi est un exemple. Tout à fait. Dans notre pays, on a cette tendance à critiquer, à jeter la pierre sur l'autre. Mais là, vraiment, c'est un exemple parce qu'ils se sont battus depuis des années. Ils ont organisé beaucoup de choses. Je sais que ça n'a pas été facile pour eux. C'est pas parce que M. Guerfi est là, mais on le suit depuis des années. Hein. Et il y a eu les marathons. D'ailleurs, nous travaillons avec eux depuis des années. Là, aussi bien parce que rien ne peut se faire sans la société civile. Vous savez, ils connaissent mieux la région que les spécialistes. Et ils connaissent l'histoire de la région. Si on cite juste l'exemple de cette association qui travaille depuis des années d'arrache-pied pour faire découvrir déjà le monument lui-même. Il a créé des rencontres sportives autour de ce fameux monument pour que les gens puissent venir et découvrir l'Algérie et cette zone. D'ailleurs, Madame Tamrari, pour aller dans le même sens que ce que vous dites, je voudrais vous apprendre aussi que beaucoup d'associations ont proposé, parce qu'elles ont cette latitude de le faire, comme c'est le cas pour Betna, beaucoup d'associations ont élaboré et proposé des dossiers de classement de villes historiques. C'est valable donc pour Ouergla, pour le Vieux-Sar de Ouergla, c'est valable pour beaucoup d'autres wilayas, Béjaïa, etc. J'aimerais aussi citer l'exemple de... voilà, nous voyons donc... le tombeau des Madrassan. Oui, Madrassan, donc qui est vraiment... On a beaucoup entendu parler de ce tombeau, grâce à l'association. Les amis des Madrassan qui ont fait un travail fabuleux de médiatisation à travers des actions sportives, vous savez. Qui fédèrent le public. Qui fédèrent le public, le marathon, des sorties, des concerts, des rencontres de ce genre où on a, dès qu'on entend M. Guerfi, c'est la fameuse association. Et là, c'est la vérité. Pendant des années, travailler d'arrache-pied, même si ça n'a pas été facile. Bon là, c'est aussi, il faut le dire, ce n'est jamais facile. Donc, parce qu'on sort des sentiers battus. On sort des sentiers battus et c'est vraiment un travail militant. Tout à fait. C'est vraiment franchement, c'est un travail militant et je pense que ce serait bien qu'on puisse prendre de la graine, que ce soit dans nos quartiers, dans nos villes. Il y a eu l'exemple de ce qui s'est fait aussi dans la région de Genzet. Vous savez, dans un petit village de Genzet. Chapeau bas aussi pour un groupe d'associations qui ont aussi restauré le village. C'est devenu un véritable village avec des maisons d'hôtes. Tout à fait, ce sont vraiment de beaux exemples. Mais c'est ça, mais il faut que la société se prenne en charge. Mais c'est ça, le drame, c'est que tout le monde demande. Mais tout si à fait. La société ne s'organise pas, on ne peut rien avoir. L'État ne peut pas tout faire. De toute façon, l'État ne peut pas tout prendre en charge. Ce n'est pas possible. Mais si la société ne s'implique pas, l'État ne va rien faire. Non, elle construit des bâtiments, ça va être des coquilles vides. C'est pas possible. Parce que qui connaît mieux que le véritable résident, son propre patrimoine, son propre quartier, son propre village. Voilà, donc quand on est jaloux, voilà l'exemple de Genzet. C'est vraiment un exemple qui nous a interpellés parce que nous les avons aussi reçus ici dans notre association, ici au sein de l'émission. C'était un moment très fort. Un village qui était complètement abandonné.
tous les villageois avaient quitté le village, ils sont installés un peu partout à Sétif, à Alger, à Paris, dans le monde entier. Et là, il y a un travail qui est en train de se faire. Oui, oui, ce sont des situations qui se présentent maintenant un peu partout à travers le territoire national, à Béchar par exemple, pour leur cercle de Territ. Là aussi, vous avez des associations et des jeunes très dynamiques, très amoureux et très jaloux de leur patrimoine culturel, donc qui se le réapproprient et qui tentent justement de réintégrer des activités au niveau du cercle de Territ notamment et de Bni Abbas, afin de revitaliser les ressources et de ramener du public, d'en faire des résidences d'hôtes, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très très positif. C'est la véritable économie, c'est cette micro-économie, on en parlait tout à l'heure. C'est ça qui est durable, c'est ça qui est durable réellement. Comme on a vu la dame au gâteau tout à l'heure, j'ai dit, ça, c'est ça l'économie. Parce qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait, elle veut faire vraiment le meilleur gâteau qu'il faut, elle a une équipe, elle dirige une équipe, elle est inquiète pour son équipe, elle veut les former, mais c'est ça. Mais parce que l'économie, on ne crée pas des entreprises du jour au lendemain. Il faut commencer par une idée, un tout petit projet, et le faire durer. Et c'est cette idée, je crois que c'est ce travail-là qu'il faut revenir. La jeunesse, il faut qu'elle commence comme ça, petit, et aller faire un travail qui vous passionne. Et c'est la seule gage de réussite, c'est le seul gage de réussite. Tout à fait, mais je pense que le rôle de l'école a un rôle très très important aujourd'hui. Est-ce que vous n'allez pas introduire aussi au sein de nos établissements des rencontres pour faire découvrir aux chefs d'établissement, aux enseignants, puis bien sûr aux enfants, cet amour du pays, de son quartier, de sa région, tout en étant algérien, mais on aime notre village, on aime notre quartier, on est amoureux de ce qui a été notre grand-père ou notre arrière-grand-père. C'est aussi très important aujourd'hui dans un monde où tout se mondialise. C'est déjà le cas. Hein. Il y a beaucoup d'échanges déjà entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation, justement. Aussi bien dans le domaine de la connaissance du patrimoine culturel, de manière générale, que ce soit des monuments ou au niveau des musées. Donc des accords sont déjà en place, des échanges, et même en termes d'intégration de certaines notions au niveau des programmes scolaires, etc. Il y a déjà, si vous voulez, ce genre d'actions qui se font, mais il est clair qu'elles sont encore à enrichir et à développer pour permettre la sensibilisation justement de l'enfant dès le jeune âge et la connaissance de ce patrimoine pour lui faire aimer justement le patrimoine. Et le préparer à défendre aussi. Bien sûr, ses valeurs. En faire un fervent défenseur du patrimoine culturel et un militant. Tout à fait. Absolument. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des rencontres qui se font au sein de votre direction, colloques, séminaires, autour de cette préservation du patrimoine et du bâti? Oui. En fait, si vous voulez, bien sûr, ça se fait selon des thématiques. C'est vrai que les choses ont largement freiné, on va dire, cette dernière année en raison de la situation sanitaire que nous connaissons. Mais bien sûr que bien sûr, nous avons des activités, des séminaires qui sont prévus. Nous avons aussi des échanges intersectoriels. Par exemple, je pourrais vous parler, si vous voulez, d'échanges que nous avons avec le ministère du Tourisme pour rester dans cette notion de classement. Nous avons un projet de classement avec le ministère du Tourisme pour classer les infrastructures touristiques produites par l'architecte Fernand Pouillon, par exemple. Ça, c'est un projet important sur lequel nous travaillons et nous espérons là aussi faire aboutir. Nous avons fait aussi pendant le mois de Ramadan, nous étions sur le port de Sidi Fredj. Et je ne sais pas si vous avez suivi nos émissions. Si, bien sûr. Voilà, et c'était extraordinaire parce que nous sommes revenus sur le céramiste Boumehdi, sur Pouillon, sur cette architecture, sur tout ce patrimoine architectural que nous avons. Et voilà, le savoir-faire, parce que c'est une véritable richesse. Nous allons rester avec, toujours dans le monde de l'art et de la culture. Et cette fois-ci, donc, on va s'écouter une chanson, une chanson liée à notre patrimoine, une chanson dédiée à Ben Guetton et à Hizia. Revisitée. On vous la propose cet après-midi avec nos invités. Et on se retrouve juste après. حزوني يا ملاح رايس البنا سكنت تحت الحوض ناري مقدية حزوني يا ملاح رايس البنا
البنات سكنت تحت الحوض ناري مقدية يا وخيانة ضرير بيا وما بيا قلبي سافر مع ضمر حزية يا وخيانة ضرير بيا وما بيا قلبي سافر مع راحل حزية حصرا على قبيل كنا في تاويل ينوار العطيل شاون قضية ما شفنا من دلال كي ضي الخيال راح الجد يغزل بالجد عليا واذا تمشي قبل تسلب بالعقال اختي باي المحل رشقت كمايا ما نشكرش الباي جدد غنايا بنت احمد بالباي شكري وغنايا يا وخيانة ضرير بيا وما بيا قلبي سافر مع راحل حزية عزوني يا ملاح يا رايس لبنان سكنت تحت الحوض ناري مقدية عزوني يا ملاح يا رايس لبنان سكنت تحت الحوض ناري مقدية وخيانة ضرير وبيا وما بيا قلبي سافر مع راحل حزية يا وخيانة ضرير وبيا وما بيا قلبي سافر مع راحل حزية تلقت ممشوط طاح بالروايح كيفاح لونين فوق الماح لونين بايا العين قرد رصاص حربي في قرطاس شوري قياس جاف يدين الحربية الخد ورد الصباح وقرن في الوضاح الدماء عليه ساح مثل الضاوية تلقت ممجوطة مخبل خبال عالجوف تدلال ثنايا عن ثنايا يا وخيانة ضرير بيا وما بيا قلبي سافر مع راحل حزية عزوني يا ملاح يا رايس لبنان سكنت تحت الحوض ناري مقدية عزوني يا ملاح يا رايس لبنان سكنت تحت الحوض ناري مقدية يا وخيانة ضرير وبيا وما بيا قلبي سافر مع راحل حزية يا وخيانة ضرير بيا وما بيا قلبي سافر مع راحل حزية وعزوني يا ملاح في رايس لبنان وسكنت تحت الحوض ناري مقدية وعزوني يا ملاح في رايس لبنان وسكنت تحت الحوض ناري مقدية وقلبي سافر مع راحل حيزية شاور نقضية وحصراها على موبيل كنا في تاويل وكي نوار العطيل شاور نقضية وجاب
والعسكر معاه والقومة نوراه وطلبت ملقاه كل واحد بهدية وقلبي سافر معاه راح الحيزية يا ملاح لي رايس لبنان سكنت تحت الحوض ناري مهدية عرفوني يا ملاح لي رايس لبنان سكنت تحت الحوض ناري مهدية قلبي سافر مع راح الحيزية ناكل سيف الهنود قيومي باليد ويفصل طرف الحديد واللي Et voilà, de retour après cette très très belle chanson. Hein. Oh, bonjour, voilà. Après cette très très belle chanson reprise hein, de Hizia, aussi par Mohamed Araf et notre ami Reda Domaz que l'on salue cet après-midi. Encore une fois, marhaba bikoum el habab, ravi de vous retrouver. Merci de nous recevoir aussi chez vous tous les dimanches après-midi autour d'une qa'da. Voilà, nous c'est aussi échanger, discuter avec des professionnels du monde du patrimoine et de la restauration. Madame Cherchali qui est parmi nous, Nabila Cherchali qui est directrice hein, du département donc restauration et conservation du patrimoine donc matériel, construit, bâti au ministère de la Culture. Et nous avons Monsieur Azdin Gerfi qui est président de la Fondation Madrasan et qui est aussi actuellement qui a en fait pris à bras le corps hein, et le cœur ce beau projet où actuellement toute la région des Aurès a été aussi classée en tant que patrimoine à préserver. Une partie, oui. D'accord. Disons que le cœur de l'Aurès, c'est Oui. les établissements oisiens de Oui. l'Aurès, c'est les oasis de montagne. Oui. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les villages qui sont dans les vallées, à l'intérieur des vallées, Oui. parce qu'il y a une spécificité, il y a un mode de vie. Oui. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. On a dit tout à l'heure, mais il y a par exemple une région, Ouad Labia, où c'est rare, où même dans le monde, où on pratique le semi-nomadisme. Oui. Les gens ont, C'est-à-dire vivent, disons, une partie de la saison dans les villages et une quelle partie. saison? Laquelle? Alors, c'est en été. Ils vivent dans les villages. Dans les villages, par exemple, si on prend Roufi, Vallée Oui. Ouad Labia, alors ils bâtissent leur maison dans les villages. Ils ont le grenier collectif, on en a parlé tout à l'heure, où approvisionner toutes les récoltes saisonnières. Et là, ils ont des arbres fruitiers dans l'oued. Et quand il fait froid, c'est-à-dire quand il commence en automne, ils partent derrière l'autre versant, le versant sud de l'Hamar Khaddou. Et là, ils ont des terrains pour pratiquer la sériculture. Et là, pour le blé, etc. Et il reste 6 mois, ils alternent, leur mode de vie est alterné entre les deux régions, 6 mois là et 6 mois là. D'accord. Voilà. Et là, c'est presque unique, d'après les spécialistes, nos amis, que c'est presque unique au monde ce semi-nomadisme. Vivre comme ça, c'est unique. C'est-à-dire avoir sa maison, la quitter et partir 6 mois, vivre en nomade et revenir vivre, c'est-à-dire dans le village. Oui. Alors c'est unique ce système de... Oui, oui. Voilà. Et donc il y a toute une organisation de vie, pour s'alimenter, se préserver du froid, se préserver de la chaleur. Exact. Tout cela, se faire transporter aussi, toutes ces... Oui. Et c'est là où intervient le savoir-faire. Oui. Le savoir-faire de la population, comment conserver par exemple la viande, comment conserver, etc. Tout le système de conservation. Je sais que vous vous intéressez beaucoup à ça aussi, hein, vous-même. Hein n'est-ce pas? Oui. C'est super. Alors, le type de conservation, par exemple, d'aliments, l'habitat aussi, parce que là on habite en dur et là-bas on va habiter sous une tente, etc. Mais regardez comment les gens s'adaptent rapidement et ce mode de vie est plus que millénaire, c'est-à-dire peut-être plus des milliers d'années, peut-être, on ne sait pas. Personne, mais c'est pour ça qu'on oriente nos amis, c'est-à-dire avec cette part, pour que la curiosité sur l'aspect scientifique des universités s'intéresse
à ce type de... D'occupation du territoire. Oui, à ce type sur le plan social, c'est-à-dire l'étude de la société, l'étude de l'architecture, des Et puis ce qui est maisons, etc. intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un grand retour vers tout ce qui est écologique, une alimentation bio et saine, comment préserver ses aliments. Voilà. On fait très attention à ce qu'on mange et à ce qu'on boit. Donc, et puis comment se vêtir, tous les produits que nous utilisons, qui sont des produits naturels, etc. Si on pouvait se référer à tout ce que nous avons comme ça patrimoine. devrait être nos sources d'inspiration, en fait. Mais c'est nos sources. Extraordinaire. Mais ça va revenir. Moi, à mon avis, j'ai l'impression que la société revient à ses... À cause ou grâce au confinement, il y a eu vraiment un rebondissement à la vie, à la vérité. Un retour, un retour vers les choses essentielles, si vous voulez. Tout à fait. Et vers les choses, tout ce qui est traditionnel, en fait. Et ça a permis à un bon nombre d'Algériens de découvrir leur propre pays, aussi en cette période de confinement. Et puis, ça a permis aussi à de petites entreprises de naître, d'évoluer, surtout avec des pour ceux qui moyens, font les produits artisanaux, qui ont complètement disparu. La cuisine traditionnelle, on commence par le domaine culinaire d'abord. On revient vers tout ce qui est traditionnel. Tout ce qui est traditionnel. Donc, concrètement, qu'est-ce qui va se faire pour préserver cet espace, Madame Chercheli? Oui, merci. Merci, Madame Tamdraoui. Donc là, on commence par créer, j'allais dire de manière formelle, ce parc. On le crée, on le délimite et on le dote de manière instantanée d'un établissement, donc un office de gestion de ce parc qui va donc s'occuper de faire l'inventaire de ce patrimoine matériel et immatériel, de le sauvegarder et de le préserver tout en le présentant au public. Donc y aménager des infrastructures, y prévoir des activités, de manière à ce que le public puisse prendre connaissance, puisse visiter ces différents espaces et les rendre, donc j'allais dire, visibles au public. Voilà, concrètement, voilà ce qui est prévu on va certainement pour le revenir futur vers parc, vous, Inch'Allah, bien sûr. Et avoir toutes ces informations concernant l'évolution des choses, parce que nous, on reste bien fidèles. Oui, à tous ces beaux projets qui font que l'Algérie avance grâce à ces femmes et à ces hommes et grâce à la société civile qui, j'espère, s'organisera de plus en plus, elle sera de plus en plus présente dans les activités pour préserver notre cher patrimoine et notre cher pays. En tous les cas, merci. Merci à vous. Merci Madame Chercheli, merci Monsieur Garfi. C'était C'était un véritable plaisir de vous avoir reçu comme à chaque fois. Merci beaucoup. Et faire découvrir à ceux qui sont dans les quatre coins du monde leur cher pays. Et chaque région est un véritable joyau. Tout à fait. Vraiment, vraiment. Et nous, on va laisser bien sûr partir nos invités, apprécier un très très beau reportage de notre chère collègue Nessiba Djaïdir, qui revient aussi sur les œuvres d'une dame, Nerimen Sadet Cherfaoui, qui elle est dans la préservation et dans l'environnement, puisqu'elle travaille beaucoup sur la préservation du patrimoine. Merci beaucoup. On reste dans le patrimoine. Merci à vous. La peinture, c'est sa passion. Elle y consacre une partie de son temps. À quelques heures du vernissage de son exposition, elle continue à libérer ses forces créatives. Son matériel à portée de la main, Nerimen Sadet Cherfaoui donne libre cours à sa créativité. Ces derniers mois, cette artiste a travaillé sans relâche pour pouvoir être prête le jour J. Entourée de ses œuvres d'art, elle semble bien inspirée. De la couleur, elle en a mis dans sa vie. En autodidacte, elle avance, explore dans un monde bien à elle. Je travaille sur toile, sur carton, ce que vous trouvez ici, tout vient de la nature, du sable, des galets, de la toile de jus, du tulle. J'ai utilisé même la foutade kabyle, c'est pour exprimer un petit peu notre identité, du papier, du sable coloré, voilà, tout est coloré sur mes toiles et voilà, c'est pour un petit peu annoncer la joie et donner de l'espoir aussi. Je rends hommage à la nature aussi. Je voulais exprimer un petit peu que la vie continue malgré tout ce qu'on a traversé, vu les couleurs. Sur les cimaises de la galerie, des œuvres qui accrochent le regard. Des œuvres dont chacune d'entre elles raconte son histoire. Dans l'harmonie des formes et des couleurs,
des questionnements et des suggestions. Une lecture pour essayer de comprendre et d'interpréter ce que l'on voit. Nerimen laisse parler son imaginaire. Dans son espace plastique, les sentiments mûrissent et s'extériorisent. Une approche plastique dans une démarche artistique en pleine évolution. L'artiste Madame Nerimen, elle sort un peu de l'ordinaire. Si vous allez me dire pourquoi, je vous répondrai que son travail consiste à dégager des volumes artistiques. Et pareillement à ça, elle fait de la récupération. Elle rentre dans l'environnement, elle essaye de revaloriser tout ce qui est environnement, en récupérant les objets, tout ce qui s'ensuit. Moi, j'ai ouvert cette galerie malgré que c'était un petit espace, mais avec un grand cœur. Quand on aime la chose, elle crée un espace culturel où on peut créer des rencontres et enrichir notre patrimoine algérien. Sur sa toile, cet artiste peintre utilise différents matériaux et outils de travail. Guidée par sa ferveur artistique, elle ne se fixe pas de limites. La peinture, c'est son mode d'expression et d'évasion. Pour cette exposition, Hanifa Hamouche, son amie poétesse, lui dédie un poème. Transition. Transition de saison et leurs rythmes et floraisons entre les mains de l'artiste habile qui, par son savoir-faire fertile, exhibe couleurs et nuances toniques, harmonie de couleurs allégoriques, rouge, jaune, ocre libertin, bleu, vert, sombre moucheté à dessin, blanc, rose, brun savamment habillé par la touche de Nerimen appuyée. Printemps était en mouvement sous des cieux tièdes et cléments, ton doux pour transition sereine sous le pinceau de l'artiste souveraine Nerimen. En attendant le vernissage, Nerimen s'accorde un temps de pause. En bonne compagnie, sans trop s'éloigner, on se dirige vers la cafétéria. Dans l'atmosphère ambiante, on discute et l'on évoque des souvenirs. Merci beaucoup. Des souvenirs et des moments partagés où se mêlent et s'entremêlent la poésie et la peinture. Tu me dis comédienne. Et voilà, donc on félicite vraiment notre amie, notre chère amie Nerimen Sadet Cherfaoui et aussi Madame Hanifa Hamouche, la poétesse, une dame aussi merveilleuse que nous aimons vraiment dans notre émission Notre Algérie. Voilà, on leur souhaite un bon café, comme nous aussi, nous prenons notre café cet après-midi, Khawat al-Asr. Comme vous le savez, cette émission se consacre également au patrimoine, à nos traditions et coutumes et à l'art de tout ce qui est beau, notamment avec toutes ces bonnes choses que nous a offert aujourd'hui toujours notre amie Madame Hadjira Khiyar del Mouradia du Golfe. Et puis on salue aussi la tenue que je porte aujourd'hui est signée par notre amie Mizo et Madame donc Fatima Badawi qui font aussi de très belles choses, toujours avec cette touche algérienne. Voilà, toutes ces bonnes choses. Je sais que vous êtes loin de l'Algérie et touhachtou le bled, touhachtou les bonnes choses qui font partie de notre patrimoine. Je tiens également à saluer Mizo, notre artiste Artimium, qui fait de très belles choses, et également Baye, notre amie Fatima Badawi, pour cette très jolie tenue, toujours dans le style un peu caraco revisité, et avec nous du ministère de la Culture, et c'est un plaisir de la recevoir puisque nous parlons des artistes. Elle est parmi nous pour nous donner aussi un maximum d'informations concernant l'accompagnement de nos artistes en cette période difficile, comment est-ce qu'ils peuvent se préserver,
Est-ce qu'ils ont une sécurité sociale? Est-ce qu'ils peuvent aussi bénéficier de beaucoup d'avantages et d'aides? Et c'est un plaisir de la recevoir. Madame Sabrina Natouri, bonjour, marhaba bik. Bonjour, Allah yسلمك. Merci pour cette invitation. Et justement, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de l'artiste, la préservation de l'artiste. Comment est-ce qu'aujourd'hui il peut être préservé, aidé par également des lois qui sont venues et qui protègent cet artiste? Est-ce que vous pouvez nous en parler, madame? L'artiste, dans la période, spécialement dans la période du Covid, oui, vraiment a souffert. Oui. Et comme l'artiste, il est aussi sensible, oui, nous, le ministère de la Culture, au lieu de, par exemple, de lui donner des indemnités, comme ça son travail, on a essayé de l'aider, de l'accompagner à travers des fonds d'aide pour tout ce qui est création artistique, théâtre, chorégraphie, musique. On a ouvert les portes aux artistes, porteurs de projets, de leur montrer comment un artiste peut bénéficier d'une aide financière, bien sûr. Et en contrepartie, lui, il nous donne la création artistique. Oui. Et dernièrement, le 30 mai, il y a l'apparition du décret exécutif 21-204 qui fixe les relations de travail pour les artistes et les comédiens. Avant, l'artiste, à travers tous les employeurs, que ce soit artistique ou commun, il fait des contrats de travail, mais il n'a pas d'ancrage juridique. On applique sur lui, on applique sur lui un contrat de travail comme les fonctions communes, alors que c'est faux. Oui. Là, c'est un décret qui fixe toutes les relations de travail, que ce soit pour l'artiste professionnel, intermittent ou amateur, l'artiste jeune, les enfants, même l'enfant, il y a l'ancrage juridique. Pour les artistes nécessiteux, pour l'artiste étranger, c'est un décret, on peut dire, qui peut régler pas mal de soucis pour l'artiste en attendant l'apparition le statut de l'artiste, Inch'Allah. Très bien. Donc il y a un travail qui est en train de se faire pour préserver notamment cette période de Covid-19 où les artistes ont été touchés, les musiciens aussi, vraiment quand on parle de l'artiste, c'est surtout ceux qui prennent l'activité comme activité principale. Oui, ils vivent de leur art en fait. Ils vivent de leur art. C'est ça, oui. Il y a le fonds des arts et des lettres. Avec M. Sari. Non, Monsieur Sari, c'est le Conseil national des arts et des lettres. Oui. Ils font aussi un accompagnement de proximité avec la création il y a la nomenclature des métiers d'art qui, on peut dire, qui encadre l'artiste chacun dans son métier. Il y a aussi que je voulais parler le fonds d'aide des arts et des lettres. C'est un fonds. Dans la période de Covid, on donnait de l'aide aux artistes, mais comme il y a le confinement, l'artiste ne trouve pas où exercer ou exécuter son projet. Oui. Alors pour faciliter, on a essayé de leur demander même de filmer leur pièce théâtrale ou bien pièce chorégraphique pour la diffuser en virtuel, pour comme ça l'aider à avoir son aide, bien sûr. Alors, restez parmi nous et on va rester justement avec ces artistes, et toujours liés au patrimoine. C'est un savoir-faire, donc le macramé ou Mohamed Leftoul. C'est notre collègue, toujours Anissa Bouzid, qui revient sur ce beau travail, qui a rencontré un certain Karim qui fait des merveilles. On le salue, Karim Batouche, qui fait de très 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 belles choses. Et c'est d'héritage, et on va le découvrir ensemble. Ici, au cœur d'Alger, plus exactement à la rue Arbi Ben Mehdi, ex-rue Tizlé, se trouve l'atelier de l'artisan Karim Bahtouche, un atelier qu'il a hérité de son défunt père tailleur. Passionné par l'histoire et le patrimoine, Karim réalise des châles et des Mohamed Leftoul à la main. Mohamed Leftoul, c'est un foulard garni de franges que portaient les Algéroises autrefois. J'ai cherché partout. Les Ottomans, non, ils portaient le karak, le sarwal mdouar et tout, mais ils ne portaient pas le maharma. Non. Je ne sais pas comment c'est venu, je ne sais pas.
انا وحده قالت لي هكذا une petite anecdote comme quoi il y avait une parce que هذه يقولوا لها المحرمه يقولوا وحده معصبه المحرمه ويقولوا تعصيبه الودن عندها تعصيبه الودن باسكو كي نعصبوا تجي فوق الودن كي نعصبوا يجي فوق الودن يباغي زمان كانت امراه ما عرف واش صرا لها هكذا في ودنها حاشاك اما لا elle cherchait quelque chose pour cacher et elle a trouvé ça que باش يعصبوا المحرمه لازم سنتا c'est un ruban en velours on le met comme un serre-tête باش فيه يشدوا المساسك سينا ما تشدش المحرمه جيمي توجور المحارم tout ce qui est dans الكراكوات الخدمه لا برودغي تو et un jour عمتي الله يرحمها كانت ضيفه عندنا قالت لي تحب نوري لك باسكو بون مي سور يخدموا البرودي يخدموا العقاش يخدموا الفتله يخدموا الشعره مي الفتول il faut vraiment être passionné parce qu'il faut de la patience et c'est comme ça que j'ai pu sauver ce travail. Ce savoir-faire ancestral, Karim le maîtrise à la perfection. À l'aide d'une aiguille, il arrive à reproduire Mhermet Leftoul de nos aïeux. المحرمه on commence par الفصاله ويقولوا زمان ما يقولوش يفصلوا يقولوا يطبقوا c'est une technique de pliage وكي نفصلوا المحرمه نفصلوها sur l'endroit du tissu pas sur l'envers sinon تنقلب ومن بعد نبداو نركبوا avec une aiguille خيط بخيط ومن بعد نبداو نخدموا الياسمينه ولا il y a plusieurs modèles هكذا ومن بعد كي نكملوا نزيدو نجيبو un autre fil porteur نركبوه هنا et on va faire يبدا نوري لك نديروه à peu près هكذا bien sûr الجناح on travaille sur un coussin شغل شبيكه مي احنا bien sûr مخده ومن بعد نبداو ناخذو بالواحد كي تشوفي هكذا وتخدمي هاو لو بوين دو باز تاع الماكرام. Aujourd'hui, cette tradition se perpétue, même si Mhermet Leftoul n'est plus portée quotidiennement. Elle fait quand même partie du trousseau de la mariée. Très très beau reportage, Anissa Bouzid, merci pour ce beau voyage à travers donc la broderie. Et puis on salue notre ami Karim Batouche, que l'on salue aujourd'hui. Et on le félicite pour la préservation du patrimoine, parce que ce sont aussi, c'est de la préservation, n'est-ce pas, et ce sont aussi des artistes, hein, ce sont de véritables artistes. Donc on revient à vous, hein, Madame Natouri, et à cet accompagnement de nos artistes pendant cette période, donc des aides, il y a aussi une couverture sanitaire. Une couverture sanitaire aussi, il y a le décret que, toujours on dit un ancrage juridique du 2014 pour la sécurité sociale des artistes. Oui. On essaye toujours d'orienter les artistes parce que parfois un artiste il vient, les artistes on connaît tous que les artistes, tout ce qui est paperasse, tout ce qui est administration. C'est ça, ils sont dans leur monde, un artiste et des créateurs. Et cette période leur a aidé de se retrouver avec eux-mêmes, de s'organiser, de régler leur situation, que ce soit administratif ou juridique. Oui. Et Inch'Allah, ça va démarrer pour bientôt pour tous les artistes. En tous les cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui, Madame Natouri. C'était un véritable plaisir. On va vous laisser partir. Nous savons que vous êtes aussi très, très occupés. On espère avoir encore de bonnes nouvelles concernant nos artistes et savoir aussi les préserver, parce que c'est quand même triste de voir un artiste partir dans des conditions très, 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 très difficiles, notamment des conditions matérielles. Donc, on va s'apprécier une chanson. Hein, donc avec la chanteuse Anissa, et on se retrouve avec une autre invitée et aussi toujours de belles choses chez nous.
يغفر وليك يتغيظ وكيونان كل فغك ربي تبني صغف الغدر كل فغك ربي تبني صغف الغدر ضيمي كنت تحبي يخدم المنكر ضيمي كنت تحبي يخدم المنكر المحبة وتصفى زنديق السمامة تبويت نفا عود أغلي غضب مال المحبة وتصفى زنديق السمامة تبويت نفا عود أغلي غضب مال زيغ رايك ينفى وتسعي ظلامان زيغ رايك ينفى وتسعي ظلامان كل فغك ربي تبني صغف الغدر كل فغك ربي تبني صغف الغدر ضيمي كنت تحبي يخدم المنكر ضيمي كنت تحبي يخدم المنكر نكتمزي وطرهان رزاق في الليل حال وذاك يكرهان قارن الشهد وفلال نكتمزي وطرهان رزاق في الليل حال وذاك يكرهان قارن الشهد وفلال وراتي ندهان محني ومازال وراتي ندهان محني ومازال كل فغك ربي تبني صغف الغدر كل فغك ربي تبني صغف الغدر ضيمي كنت تحبي يخدم المنكر ضيمي كنت تحبي يخدم أنا كنا حريش ومناغب والكذاب في اللي الدبشيش أقطمزي ويستخرب أنا كنا حريش ومناغب والكذاب في اللي الدبشيش أقطمزي ويستخرب صبره معليش ربانتي عاقب هاد صبره معليش ربانتي عاقب كل فغك ربي تبني رزق الغدر كل فغك ربي تبني رزق الغدر ضيمي كنت تحبي يخدم المنكر ضيمي كنت تحبي يخدم المنكر سبحان ربي خلق الرزاق ويتشاء ويشتاق ويثقل زير سوال سبحان ربي خلق الرزاق ويتشاء ويشتاق ويثقل زير سوال بعض يهدر يسع الحق بالجبين سيف اللاقي يتشور في درمان ثقيل
لك الله رزاق حكم في اللغس الحق تطفل فوس يجللن أمر كنتي زهام صلصم يضمس يجلل يعيا دايم ذا خماس يرذل الوقتا شلف الذير تغماس أمر كنتي زهام صلصم يضمس يجلل يعيا دايم ذا خماس يرذل الوقتا شلف الذير تغماس أمر كلتي زهام وريسة يغبن. Et voilà, marhaba bikoum ya l'hbab, ravi de vous retrouver dans notre émission. Voilà, ce sont vraiment de très belles, de très belles chansons. C'est des pépites que l'on vous propose à chaque fois des archives de la télévision algérienne. Et je remercie notre cher script aussi Fodé qui fait un travail extraordinaire pour trouver. Vous avez vu Anissa, une chanson extraordinaire, on la salue Anissa Mezaguer pour tout ce parcours. Et là, bien sûr, notre émission est en beauté avec des douceurs, de très belles choses que l'on vous, de très bons parfums. Ça sent très bon ici dans les studios de Canal Algérie, avec Madame qui nous vient aussi de la pâtisserie Le Succès, Madame Emel, donc Khatib Sabri. Madame Emel Khatib Sabri, qui est une femme extraordinaire, qui a décidé de rester en Algérie, qui a décidé de rester dans son cher pays pour faire de très belles choses, à savoir la pâtisserie. Donc cette pâtisserie, vous n'allez pas pleurer, Emel, vous avez les larmes aux yeux. Non, c'est l'émotion, c'est sûr. C'est un plaisir de vous recevoir, Emel Khatib Sabri, de découvrir aussi votre travail. La pâtisserie Le Succès est une pâtisserie qui fait de très bonnes choses. Vous avez rien à envier à ce que nous voyons ailleurs et on voulait absolument, parce que nous c'est une entreprise aussi algérienne qui fait des produits, ce sont des produits 100% algériens faits par des Algériens, notamment par vous qui avez fait des études supérieures, vous êtes clinicienne, spécialiste psychologue clinicienne, psychologue clinicienne. Et vous vous êtes lancée dans ce monde, le monde de la pâtisserie, en hommage à votre grand-mère, Allah yarhamha, qui aimait le gâteau, le succès aussi. Oui. Voilà, alors avant tout, je vous remercie infiniment pour votre invitation, Madame Linda. Et il est vrai que ça me tenait à cœur de participer à cette émission. Et je voudrais rendre un vibrant hommage à ma grand-mère, Madame Sahnoun Ftoma. Oui, et là, effectivement, je suis un peu émue. Oui. Et à ma maman qui avait créé la pâtisserie Fleur de Maya dans les années 90. C'était au Golfe, le Moradia. Oui, voilà, effectivement, pendant plus d'une quinzaine d'années. Et voilà, moi, j'ai grandi dans les gâteaux. Donc, j'ai grandi dans la passion, dans les saveurs, la gourmandise. Et par contre, de par mon parcours, j'ai fait effectivement des études universitaires et supérieures. Je suis psychologue clinicienne de formation. J'ai travaillé pendant 7 ans à l'hôpital militaire Ain Adja en service de psychiatrie. Et puis la vie a fait que voilà, j'ai dû faire un grand virage, un tournant assez important dans ma vie. Une décision bien difficile, mais qui a été franchement encouragée par mes parents, mon mari et mes enfants. Et voilà, donc moi je ne suis pas pâtissière à 100%, j'ai une équipe de pâtissiers qui est derrière moi. Donc Le Succès est une pâtisserie glacier et boulangerie. Alors moi je suis chef glacier, artisan glacier, parce que en fait j'ai décidé en ouvrant cette pâtisserie en 2016, j'ai décidé de faire une formation en glacerie à Bologne. Donc j'ai fait l'université Carpigiani de glace. Et pendant une année, j'ai dû aller très souvent me former. Je me souviens, bien sûr. Parce que je suis maman de 4 enfants et je ne peux pas malheureusement m'absenter longtemps. Mais j'ai dû aller me déplacer régulièrement pour faire les différentes formations. En tout, j'en ai fait 5 et je suis à présent artisan glacier. Donc j'ai un laboratoire de glace au sein de ma pâtisserie et je travaille tout près de mon équipe de pâtissiers à qui je rends un vibrant hommage également parce qu'ils sont très travailleurs. Et c'est un métier très difficile
Hein. On ne le croit pas comme ça, mais c'est un métier qui nécessite un travail debout et constant, beaucoup de persévérance. Et c'est une véritable entreprise. Hein. Oui, c'est une entreprise. Votre vie est dans cet espace. Ah oui, complètement. Oui, c'est beaucoup de travail, il y a un suivi extrêmement rigoureux et un travail bien difficile. La gérance de toute une équipe. Parce que le succès est un café glacier également, donc on sert des glaces, des glaces 100% artisanales. Et le concept du succès, c'est de servir des glaces avec les gâteaux. Oui. Voilà, donc... il y a des salés aussi, il y a des salés également. Il y a des salés. Alors, les salés, il y en a beaucoup. On change régulièrement notre carte de salés. Mais là, je vous ai fait un peu une carte estivale. Donc, j'ai ramené de la focaccia qui ressemble un peu à la pizza, mais qui est faite aussi de tomates séchées à l'huile d'olive, d'anchois et d'olive noire avec de l'huile d'olive. Et sinon, vous avez des feuilletés tomates pesto mozzarella. Je ne sais pas si on a vu la focaccia. La focaccia, oui, elle est en bas. Si vous permettez. Donc, voilà. Donc voilà, ça ressemble à la pizza. Il y a moins de tomates. Oui. Mais voilà, c'est un salé d'été. C'est très bon. Et ensuite, vous avez donc celui-ci au pesto mozzarella. Ouais, nous sommes en train de faire la focaccia. C'est un filet d'anchois et... Filets d'anchois marinés. Alors ces filets d'anchois nous viennent. Alors moi, je fais très attention aux produits que j'utilise. Oui. Et ces filets d'anchois ne sont pas du tout salés. Ils sont marinés dans le citron. Et je tiens à citer la maison Tapero. Oui. Qui font aussi un travail artisanal avec la tomate et les anchois. Vous savez, depuis aussi le confinement, et avant le confinement, et encore ça s'est accentué pendant cette période de confinement, il y a énormément de personnes qui font des merveilles actuellement. Oui, tout à fait. En matière de concerts. L'artisanat a été mis en valeur, en exergue depuis. Oui. Et... Alors justement, vous, Madame Emel Khatib Sabri, j'imagine que dans cette période de confinement, vous avez beaucoup souffert. Oui, ça a été une année bien difficile. Beaucoup souffert. Pour tous les commerçants, honnêtement. Pour tous les commerçants. Parce qu'il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas eu d'accompagnement. C'est ça. Mais bon, alhamdoulilah. Vous avez tenu le coup, bravo. Oui, difficilement. Grâce à votre équipe aussi, vous avez été... Pour moi, le principal, c'était de maintenir l'équipe de pâtissiers, enfin mon personnel qui ne se retrouve pas au chômage. C'est ça. J'ai tenu à l'expliquer aux différentes équipes qui nous ont contrôlés pendant cette année bien difficile. Oui. Et alhamdoulilah, on a pu, parce qu'après les 2 mois de confinement où le personnel s'est retrouvé sans travail, j'ai dû faire un registre de commerce boulangerie l'année dernière pour que le personnel puisse reprendre, qu'on puisse reprendre le travail. Oui. Voilà, donc alhamdoulilah, jusque-là, tout va bien. Et puis, voilà, donc je voudrais aussi les remercier parce qu'ils sont très courageux, ils sont très travailleurs, ils sont persévérants dans leur travail et particulièrement les petits commis et stagiaires qui nous viennent des centres de formation professionnelle. Par contre, là, les centres de formation professionnelle, ils sont rigoureusement contrôlés par les centres de formation professionnelle, mais il y a un travail également à faire avec eux, de manière à ce qu'ils aient un statut et voilà, qu'ils se retrouvent avec une formation solide pour plus tard. C'est formidable que vous puissiez aussi accompagner ces jeunes. Oui, c'est important pour nous. Oui, mais on ne peut pas travailler qu'avec des chefs. Avant de devenir chef, il faut bien devenir. Il faut être commis, ensuite préparateur, pâtissier, chef pâtissier. On ne peut pas devenir chef pâtissier comme ça du jour au lendemain. Il y a tout un accompagnement, il y a toute une formation. C'est pas un métier facile, mais c'est un très beau métier. Il y a beaucoup d'amour dans ce travail. Il y a beaucoup, parce qu'en fait, on transmet de par la gourmandise, les saveurs, on transmet beaucoup d'amour, de partage, parce que c'est un métier de partage. Les gâteaux d'anniversaire, les gâteaux de fiançailles, voilà, on accompagne notre clientèle dans leurs fêtes, dans leurs anniversaires. Donc ça nous permet de partager avec eux tous ces moments de joie. Et puis ça nous encourage. Quand le client est content, nous sommes contents également. Et ça, c'est aussi très important aujourd'hui, puisque vous venez aussi d'une famille qui est la famille Khatib, qui aime beaucoup les belles choses, que ce soit votre maman. Madame Sahnoun Delila. Absolument. Oui, ma mère est une autodidacte et donc qui a géré la pâtisserie Fleur de Maya, qui a appris vraiment seule parce qu'en fait, elle a toujours travaillé avec les livres Le Nôtre à l'époque à la maison et elle faisait de très beaux gâteaux qu'elle offrait avec plaisir.
Et ensuite, elle a pu travailler avec son équipe sans pour autant être diplômée. À l'époque, il n'y avait pas de grandes écoles de formation en Algérie. Mais à présent, alhamdoulilah, il y en a beaucoup. Et j'encourage les jeunes à aller vers ce métier parce que c'est un très beau métier, ça leur garantit. Puis c'est vraiment un métier de partage et où c'est pas un métier où on est en tout cas récompensé. Voilà. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on découvre votre pâtisserie et d'autres, il y en a beaucoup, il y en a de très belles. Il n'y a rien à envier à ce qu'on voit ailleurs à l'international, que ce soit dans le goût, dans la présentation, quand on voit ces macarons, magnifiques macarons. Bon, là, c'est le gâteau, c'est un fraisier. Oui, celui-ci est un fraisier qui est fait à base d'une dacquoise pistache. Donc la dacquoise n'est pas une génoise. La génoise est faite à base de farine. Celui-ci, il est fait à base de meringue et de pistache. Et là, nous passons à vos macarons qui ont une décoration assez particulière et originale. Oui, les macarons, on peut les sublimer de différentes manières. Voilà, donc cette fois-ci, on a choisi, comme c'est bientôt l'été, on a choisi des couleurs pastel. En fait, la décoration change régulièrement parce que je pense que vous connaissez un peu la pâtisserie. En hiver, les gâteaux sont complètement différents. En hiver, il y a beaucoup plus de chocolat. Parce qu'il fait froid et on a besoin de... Voilà, c'est ça. Mais vous avez aussi des chocolats aussi. Vous faites du chocolat de temps en temps. Vous recevez des personnes qui sont aussi... vous soutenez les activités. De par ma formation de chef glacier, d'artisan glacier, j'ai fait une formation de chocolatier. Voilà, parce qu'en fait, dans le matériel que nous utilisons pour faire les glaces, on peut faire du chocolat également. Ce sont les turbines. Très bien. Les turbines. Mais on en fait essentiellement pendant les fêtes, les fêtes de fin d'année. Voilà. En été, vous allez avoir plus de gâteaux avec des fruits. Donc là, ce sont des mousses sur un biscuit. Donc là, la rose, c'est un gâteau à base de framboise pistache. La tulipe, c'est passion mangue. Voilà, donc on essaye de varier les saveurs de manière à ce que le client ne s'en lasse pas. Voilà, il y a des classiques qui restent. Comme le millefeuille, la tarte aux fraises, la tarte au citron, que je n'ai pas ramené aujourd'hui parce que je pense que tout le monde connaît. Mais on varie régulièrement la vitrine de manière à... En été, il y a plus de mousse, il y a plus de fruits. Voilà, donc d'où l'exotisme un peu là et puis donc des saveurs. C'est beaucoup plus frais, il y a de la fraîcheur, Voilà, de manière, que ça soit frais. On peut aller aussi sur les verrines, sur des cheesecakes. Ça aussi, c'est des gâteaux aussi délicieux. Oui, alors là, c'est un gâteau choco-caramel. Donc c'est un alliage très doux. C'est du chocolat au lait accompagné de caramel. Donc il y a moins de chocolat noir en été. Voilà. Par contre, le chocolat noir, comme celui-ci, c'est du chocolat noir avec de la framboise. D'accord. Voilà, donc c'est un très bel alliage. Voilà. Très bien. Mais pour préciser, alors le succès, d'où l'appellation, c'est pour faire hommage à un gâteau qui est un très ancien gâteau de Gustave Lenôtre, qui est une meringue aux amandes et à la noisette avec une crème pralinée. Voilà, donc c'est celui-ci, d'où l'appellation la pâtisserie le succès. Très bien. Et nous, comme vous savez, dans cette émission, c'est aussi un espace où on rend hommage à de grandes personnalités du monde, de la chanson, du cinéma, des personnalités. Tout à l'heure, nous avons vu Anissa, qui était vraiment extraordinaire et qui, on a été emballé aussi par l'orchestre qui existait avec Cheikh Nourdine, Cheikh Namous, donc tout ça fait partie de notre patrimoine et aujourd'hui aussi, on avait envie de rester dans une ambiance de divertissement avec un hommage à l'inspecteur Tahar, aussi à toutes ces personnes qui ont marqué notre jeunesse et notre enfance, qui sont restées immortels aujourd'hui, n'est-ce pas? Et ils n'ont pas vieilli, ils n'ont pas pris une ride dans l'humour, cet humour qu'on retrouve à chaque fois jusqu'à aujourd'hui. Ça se transmet de génération en génération. Je pense que tout le monde connaît l'inspecteur Tahar. Absolument, absolument. Voilà. Et on salue sa fille que nous avons reçue pendant le mois de Ramadan. Donc Linda Hadj Abdelrahman qui était venue, qui fait des merveilles en matière de décoration d'intérieur. Et voilà, donc on la salue aujourd'hui. On va suivre ce reportage. Et on se retrouve juste après. عمي ميمونة أهلا أرواح ونس حقك أرواح هيا كفس كاش اللي ما يحبوش ما كاش اللي ما يعرفوش معروف في لي كوميدي تاعو في الافلام تاعو
بحال الفيلو اللي فيه الكاسكروط. الي اشاك فوا كنت نفكروه ولا نشوفوا لي فيلم تاوعو نرحموا عليه. فوالا ونقول له تبردينا خلينا. شكون ما يعرفوش ضحكنا وشفناه بزاف. اي بورتون شغل ميم لا جينيراسيون الصغار هادوما ويشوفوا. عاودت انا الانسبكتور عاودت الناس كتعرفني. الله اكبر. الجينيراسيون تاعنا زي 92 نشفى 2001 2002 كنت نعيط صاحبي سبيك سباك ويعيط لي ستاك ستاك تما شغل هكذاك شغل تاع حكيت ديناها من الفيلم تاعو. ستاك 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 يعيط للسباك سباك 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 كيفو يريبانزي للستاك ستاك. انا وصحابي الاكثريه كي نقعدوا نقصروا ولا هكذا دي فوا في التليفون تفكروها هذه ستاك ستاك ويهضر معاك سباك سباك لي زافير كذا تاع شركات وقتيلات هادو هما صوالح تاعو. ستاك ستاك كيفو يريبانزي للراك تاك 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 سباك 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 ستاك ستاك كيفو يتريبانزي للسباك سباك. من يدور في لابرونتي ويقول له زم فمك. زم فمك انت توجور تحب تدخل روحك وتنعرفك. تستكلف بلي زافيرات تاع تاكسيات تاع سرقات تاع وسموتها. سبكتور الطاهر مستكلف بلي زافيرات نتاع كتيلات ولي زافيرات نتاع الشركات ولي زافيرات نتاع لي مينور نتاع البور نتاع التاكسيات نتاع الفوربيات نتاع الكريم ايكونوميك. لا ما درت والو. او تيسور انت وما درت والو. اوت اوبن ذا دور. اوت اوبن ذا دور. هاتسون اوبن ذا دور بليز. ليش راك تقول له انت؟ هاني نقول له بلي يحل لنا الباب يا انسبكتور. او تبنى الجوب لزباطسن او تبنى الجوب. او تعرف با تكتب يرحم والديك او حنا فكنا لك. او سي با لا بان تتخبى او تفكنا بيك. او تفك على خير عقليت. كاع على خير عقلي. يقول الانسبكتور داو تروح تملح. روح تملح انا روح كلي. كنت اعطيني زلميت او تعندي زلميت وما لمتش. تعطيني زلاميت كاسكيسي؟ تعطيني زلميت؟ عندي الزلاميت ما هو ما نمتش. يضحكك دار عليك تضحكك. وعنده هذيك تاع بومبيس. او واللي صوت هنا. او انا عم بالي كاين في الطريق سي با لابين تعيط. سي محمد يا البومبيس سي محمد واش كاين واش تحب؟ اعطينا شويه نتاع ليسانس يرحم والديك. ريتي البغله تاعك. الهلا تربحك ان شاء الله. سيد الكوميسير التليفون عاود انت تخلصوا عاود عندك خبر انا راني مزلوط. هيا تفكرنا على خير سيد الكوميسير. Voilà, donc c'était vraiment un flashback souvenir. Et on disait, hein, n'est-ce pas, Emel Khatib Sabri, que l'inspecteur Tahar restera dans notre mémoire, dans notre esprit, au quotidien. Complètement. Vraiment. Dans la transmission de génération en génération, tout le monde le connaît et c'est un personnage complètement inoubliable. Absolument. Vous êtes passionné de cinéma, de musique. Ah oui, complètement. Oui. Vous-même, dans votre famille, on a toujours aimé la musique andalouse, ça je le sais. Oui. Hein, la musique andalouse, que ce soit le Haouzi, l'Aroubé d'Alger, du vieil Alger, Sanaa, et aussi donc tout ce qui fait partie de notre patrimoine. Ah oui. Complètement éprise de tout ça, de cette culture, Inch'Allah, qui sera transmise à nos enfants plus tard. Et nous avons une grande richesse que nous devons Vous-même, hein, votre maman, votre grand-mère, elles sont détentrices de tout un savoir-faire, que ce soit pour le hammam, le sepa, la broderie, les deux colombes aussi, votre maman, avec qui nous avons fait de très très belles émissions il y a une quinzaine d'années. Et tant de belles cours, elle fait de très belles choses. Elle est spécialisée dans l'événementiel, d'où le magasin aux deux colombes. Et elle fait effectivement tout ce qui est traditionnel. Donc le hammam, sepa, douzan al-henna. Voilà, elle accompagne les mariés du début du trousseau jusqu'au mariage. Jusqu'à la fin, jusqu'à la naissance aussi. Jusqu'à la naissance, les sabah, les mariages, les sabah, les khtan. Absolument, c'est que de belles choses que l'on peut trouver parce qu'en fait, elle va ici à la recherche de toutes ces femmes qui sont dans la préservation du patrimoine, que ce soit Blida, Qli'a, Alger,
Et des traditions également. Et des traditions, bien entendu, parce que oui. ça ne va pas sans. Donc ça aussi, c'est très important. Voilà. C'est très, très important. Et je pense que vous aussi, vous prenez le relais différemment. Différemment, parce que oui. c'est aussi, vous êtes à l'ère du temps. Mais ce qui est certain, c'est que cette touche toujours algérienne, vous faites de la très belle pâtisserie. On n'a rien à envier de ce qui se fait à l'étranger. Vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes courageuse parce qu'il faut du courage pour avancer et travailler. Et votre papa aussi, hein, qu'on salue aujourd'hui. Oui, mon papa, oui. Mon papa est retraité, c'est un militaire en retraite. Papa qui est qui nous accompagne dans tout ce qu'on fait, qui nous encourage dans tout ce qu'on fait. On le salue. Oui, beaucoup, énormément. C'est un papy exceptionnel, un papa très aimant, mais un papy exceptionnel. Voilà, en tous les cas, merci à Merci infiniment, merci de m'avoir si gentiment reçu. Merci à toute l'équipe. Alors, on me dit qu'il y a une chanson qui est dédiée à votre grand-mère, Fatoma, c'est ça? Oui, Fatoma Bouksani Sahnoun, veuve Sahnoun. Moi, je suis petite fille de Shahid. Mon papy Sahnoun Atman est décédé en 57. Il a été torturé et ma grand-mère a été veuve à 29 ans. Elle a élevé ses 5 filles et elle a créé la pâtisserie Fleur de Maya. Elle nous a transmis tout ce courage et cette persévérance. Et l'amour de la patrie. L'amour, ah oui, complètement. L'amour de la patrie et d'être passionné. Merci beaucoup, merci à vous tous. On finit avec cette chanson en hommage à Fatoma, toutes les Fatomas du monde, qu'elles soient dans les 4 coins du monde. Pensez à celles qui sont encore vivantes, celles qui sont parties. Je vous dis au revoir, Tahalaouna fil Jazair, et à dimanche prochain. مصيبة الشجاع ما يطفي الجمر من الهيبو دمعتي عن خدي تسني على السكيبة حايفين على خديات السكيبو لا مولاتي طولتي الغيبة كيف يصبر منه مشتاق عن حبيبه لا مولاتي النار والفيل هبت في كل يوم لهب دمعتي عن خدي تسند الليل مسكوب يا ترى في حياتي قلب الحبيب يرطب ندم ليه غرامي قبل يصير مكروب لا هنا لا راحة مفقود بين الأحباب والقلب المزلف لا باين مدنوب عيت نرجع لبا وجدت شي طبيبة كل وافي يا لا يمنيل طبيبو رحتي دون الناس وربتي غريبة لو شكيت الطيار قرايح يشيبو